Je suis Audrey Chemouli, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouli Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Avocat Génération Entrepreneur. La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé le business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Il est rare de rencontrer des femmes qui assument leur fort tempérament. Il est aussi rare de croiser des avocats qui admettent s'être lancés dans la profession pour des raisons personnelles. Il est encore plus rare de voir des avocats qui acceptent d'être coachés pour avancer et qui assument. Notre invitée aujourd'hui, elle est un peu de tout ça à la fois. Elle a commencé sans rien, 0 client, juste elle, sa détermination et un objectif clair, montrer un cabinet en partant de rien à Lyon en droit international de la famille. À 30 ans, c'est soit de l'inconscience, soit du cran. Et c'est pour nous raconter cette aventure que je suis ravie d'accueillir dans ce nouvel épisode d'Avocat Génération Entrepreneur, Cécile Ponce. Salut Cécile. Salut. Alors Cécile, tu sais, on commence toujours par la même question. Cécile, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Déjà, merci beaucoup Audrey de m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Cécile Ponce, je viens du sud de la France. Ouais. À 17 ans, je suis montée sur Lyon, à qui j'ai fait des infidélités parfois. Je suis venue vivre à Paris 2 ans, je suis allée en stage à Genève, mais je suis toujours revenue à un moment donné. À la base, moi, je voulais être procureure de la République. J'avais des grands procureur de la je voulais être procureure de la République. Okay. J'ai fait un stage avec un substitut du proc à Marseille. C'était le stage de ma vie, c'était incroyable. Mais après, ça m'a montré les côtés un peu sombres du métier, qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils sont dépassés, qu'il y a plein de côtés. Ouais, proc, je sais pas, ça m'intéressait trop. Et en fait, je me suis dit, avec tout ce que j'avais appris en stage, que c'était peut-être pas le bon filon. On va pas se mentir. Et du coup, je me suis dit, tente le concours d'avocat d'abord. Et puis, si tu le rates, ça sera un signe, il faudra que tu tentes le NM. Et je l'ai pas raté. Ok, voilà. Cool. Et après, du coup, collab classique. Ouais, j'ai fait une collab dans le sud de la France. Ma première collab, c'était dans le sud. Je suis rentrée parce que moi, j'avais un grand rêve dans la vie. C'était d'avoir la maison, le chien, la piscine, tout qui va bien. Ouais, okay. Donc, je l'ai testé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus mon rêve, que j'avais un autre rêve. Et je suis rentrée à Lyon. Ok. Voilà. Et je suis devenue... j'ai fait une deuxième collab à Lyon. En droit de la famille. Pourquoi le droit de la famille ? Parce qu'avant ta première collab, c'était pas du droit de la famille. Si, c'était du droit de la famille, mais dans le sud. Moi, le droit de la famille, j'avais toujours dit que j'en ferais pas. D'accord, c'est pour ça que je voulais être proc à la base. Parce que mes parents ont divorcé quand j'étais jeune. Et j'avais toujours dit que moi, je voulais pas que mon histoire personnelle interfère avec mon histoire pro. Et du coup, ça a vraiment bien marché. Ouais, j'ai bien suivi mon plan. Bien marché. Et en fait, j'ai rencontré un prof à la fac en M1 qui m'a fait adorer la matière de droit international. Et je l'ai eu en M1, M2, prépa et concours. Et en fait, j'ai fait mon stage final d'élève avocat chez lui. Il s'appelle comment, ce monsieur ? Alain Devers. On l'embrasse alors. Ouais, on l'embrasse clairement parce que c'est lui qui m'a donné le goût. Et en fait, j'ai découvert la matière. Je me suis dit que c'était pour moi. Et voilà, je me suis lancée là-dedans. Ok, donc, oui, parce que quand on s'était vu, quand j'avais écouté un précédent épisode que tu as fait dans un podcast qui s'appelle Cheat Code, j'avais été assez touchée par le fait que tu dises qu'en fait, le divorce de tes parents t'avait aussi amené à cette matière-là. C'est rare les gens qui... C'est pour ça que je l'ai mis dans mon intro d'ailleurs. C'est rare les gens qui en parlent aussi ouvertement. Je trouvais ça cool. Et donc, la raison pour laquelle on s'est rencontrés, c'est que tu as fait un coaching avec Michael Bernard, que... Pour le coup, on embrasse Alain, mais je le connais pas très bien. Mais par contre, on embrasse très fort Michael, que je connais beaucoup mieux. Donc, pour ceux qui ont envie d'écouter ces épisodes, c'est des épisodes dans lesquels il livre beaucoup de valeurs, et notamment sur un certain nombre de choses. Et comment est-ce qu'on constitue, tu vois, les premiers pas, ou en tous les cas, moi, ce que j'aime bien, c'est quand il m'a aidé, moi, et peut-être toi, je voulais tu vois, à recentrer un peu sur l'essentiel, ton cabinet d'avocat, et qu'est-ce que tu voulais faire. Et du coup, c'est un truc de fou parce qu'on enregistre là et on est à 1 an de ton CAB, l'anniversaire c'est demain. Exactement. Donc c'est un CAB qui est quand même relativement jeune. Oui. Et ce qui m'intéressait dans cet épisode, c'est que tu puisses nous raconter
en fait, comment on passait de 0 à 70, qui est le nombre de clients que tu as eu aujourd'hui, que tu as là. Voilà. Comment, c'était quoi ton jour 1 ? Comment tu as réfléchi le truc ? Alors, moi, donc, je suis rentrée à Lyon, c'est ce que je te disais tout à l'heure, dans ma 2e collab. On m'avait promis l'enfer. Moi, j'avais toujours dit, non, je réussirai. Donc, moi, le plan installation, c'était pas mon plan de base. Clairement, je me voyais bien collab toute ma vie. Parce que je m'étais dit, l'administratif et tout, ça me fait peur. Sauf que, bien sûr, ce qui devait arriver arriva. J'étais pas superwoman, j'étais comme les autres. Et ça a pété dans ma collab. J'ai fait un burn-out et je me suis mis en arrêt. Et ça a été extrêmement violent parce que du jour au lendemain, j'ai été mise en arrêt pour la première fois de ma vie. Et j'ai dû réfléchir pendant cet arrêt aux suites à donner à ma vie professionnelle. Donc, je m'étais dit que j'allais postuler à d'autres collabs et que si ça me plaisait pas, je me lancerais dans mon cab, mais sachant que moi, j'ai pas des parents entrepreneurs. J'avais pas réfléchi avant ça à comment monter un cab et tout. Donc, moi, je suis vraiment partie avec, comme tu dis, 0 client parce que moi, j'avais pas anticipé tout ça. Donc, pendant cet arrêt maladie, j'ai postulé, je suis allée aux entretiens pour être collab. Il y a un seul cabinet que je voulais vraiment, que je n'ai pas eu. En même temps, je pense que moi-même, je ne me serais pas embauchée, très honnêtement. Mais celui qui tient ce cab maintenant est un ami, donc voilà, j'adore. Et en fait, quand il m'a dit, non, je ne te prendrai pas, je me suis dit, OK, en fait, soit tu quittes la profession, soit tu t'installes. Je me suis dit, va au bout du truc, installe-toi. Et puis, si tu vois que ce n'est pas fait pour toi, t'arrêtes et tu feras autre chose dans ta vie. Et du coup, à partir de cet instant-là, j'ai acheté un calepin que j'ai encore, que j'ai tout le temps avec moi. J'adore le calepin, vas-y. Et en fait, dans le calepin, tu vois, la première page, c'est qu'est-ce que je voulais de mon cabinet. Tu vois, j'avais marqué, je veux une relation humaine avec mes clients. Je veux développer le DIP. Je veux faire des formations. Et après, tu tournes les pages, tu vois quel type de client j'aimerais avoir. Donc, j'avais réfléchi à tous les dossiers que j'avais eus en tant que collab et quel était... les clients... donc, les dossiers qui t'avaient le plus plu. Exactement. La relation, parce que pour moi, c'est hyper important, vu que je fais une matière qui est quand même très humaine. Si tu t'entends pas avec ton client, c'est extrêmement chaud parce que nous, on forme un peu une équipe avec le client vu qu'on va dans des trucs hyper intimes. Et si tu t'entends pas avec lui, ça devient très compliqué, en fait. Même pour assurer sa défense, etc. Donc moi, j'avais vraiment noté tout dans le calepin, comment j'envisageais tout, quoi. Mon cab, tu peux me donner mon site. tu peux me donner un peu des exemples. Tu peux parler avec les clients régulièrement, me former au DIP. Après, j'ai mis plein de trucs dans mais que je n'ai pas suivi parce qu'au fur et à mesure, c'est pas grave, bien sûr. Mais genre, je m'étais dit peut-être me former au droit pénal de la famille. Bon, au final, je déteste le droit pénal, donc je le file à d'autres confrères. Mais tu vois, j'avais marqué plein de trucs comme ça. Et en fait, quand j'ai fait mon burn-out, mon arrêt maladie, c'était l'été. Donc en fait, j'avais combiné mon arrêt et mes vacances. Donc j'ai eu 3 semaines où vraiment je suis partie toute seule face à moi-même et j'ai pu réfléchir qu'est-ce que je voulais vraiment dans la vie, dans quelle direction je voulais aller. Et j'ai écouté plein de podcasts, dont tous tes épisodes, même ceux vraiment qui me concernaient absolument pas. Et après, j'ai écouté plein de podcasts d'entrepreneurs parce qu'en fait, à part toi, il y avait pas grand monde sur le créneau. Donc j'ai écouté, j'ai pris des notes. Et après, donc j'ai fait mes 3 mois de préavis et je me suis lancée. Et en fait, quand je me suis lancée, je me suis dit, il faut que tu mettes toutes tes chances de ton côté. Et donc, prends un coach pour t'aider, pour t'aiguiller, à te lancer. Parce qu'en fait, si tu démarres mal et que tu t'effondres, ça va pas le faire. Alors, autant te mettre dans le rouge dès le début, mais travailler à fond pour ensuite être bien lancé. Et c'est comme ça, moi, que je suis arrivée à Michael. Ok, alors juste, je reprends un peu ton idée de carnet. Parce que c'est hyper marrant. Moi, je travaille avec un mec qui s'appelle Mathieu Bouillon, qui accompagne des cabinets d'avocats sur l'implantation de l'IA dans les cabinets d'avocats, bref. Et on a fait une formation il n'y a pas longtemps et il m'a parlé d'une méthode, parce que moi aussi, quand j'ai commencé, j'ai acheté un beau carnet. Alors déjà, je me dis qu'on est vraiment à l'ancienne, parce que normalement, on aurait dû acheter autre chose qu'un carnet, mais bon, bref, moi aussi, j'ai acheté un beau carnet. Et j'ai noté pas mal de trucs, mais j'avais pas la discipline. Je l'ai pas fait comme toi, et j'ai trouvé que ce que tu disais, c'est-à-dire que tu notes quel cabinet tu veux avoir et quel client tu veux avoir. C'est une méthode qui a été conceptualisée par un mec. C'est une méthode qui a été conceptualisée par un mec et qui a été mise à son paroxysme par Jeff Bezos, qui dit « Tu dois écrire le communiqué de presse que tu pourrais lancer, que tu pourrais écrire dans 5 ans. » Donc, tu te mets à +5 et tu dis, tu vas écrire ton communiqué de presse de ton cabinet. Donc, le cabinet intervient dans telle matière.
il a tant de collaborateurs, on a réussi à faire ça. Et genre, tu te mets des jalons, tu vois. Donc, ça peut être le communiqué de presse ou ça peut être, tu vois, se projeter. Et dit, cette méthode-là, ça s'appelle le walking backwards. C'est-à-dire que, du coup, tu vas là où tu devais être, tu fixes tes jalons et après, tu essayes de te dire, à partir de dans 5 ans, ça veut dire que dans un an, je dois être là, ça veut dire que dans 2 ans, je dois être là, ça veut dire que dans 3 ans, je dois être là, enfin bref. Et donc, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de déjà se projeter en se disant, je veux avoir ça. Tu t'es pas dit, je vais me couper, parce que le droit de la famille, ça fait partie des matières où il y en a beaucoup qui ont un spectre assez large du droit de la famille. Ils font pas mal d'autres choses un peu satellites. Le droit de la famille fait partie du truc, mais d'autres choses un peu satellites. Tu t'es pas dit, je vais me couper d'une partie des dossiers que je pourrais avoir. Ça t'a pas fait peur de te spécialiser vachement? Pas du tout, parce que en fait, c'est pas parce que tu dis que t'es dans un truc que tout ce qui est autour va pas arriver. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je dois avoir 70-75% de mes dossiers, c'est du DIP. Mais j'ai aussi des situations franco-françaises parce qu'en fait, les confrères, ils se rappellent de toi pour le DIP, mais aussi pour tout le reste. Et en fait, ça te coupe pas du tout. Et du coup, moi, je suis contente parce que la majorité de mes dossiers, c'est vraiment ce que j'aime le plus, quoi. C'est le DIP. Et je trouve que actuellement, alors c'est que mon point de vue, mais je trouve qu'actuellement, arriver sur le marché, surtout en droit de la famille, et dire je fais tout le droit de la famille, mais en fait, on est tellement, enfin, nous, à Lyon, on est déjà 4000 avocats, je sais pas combien disent qui font des divorces, mais il y en a beaucoup, même en droit des affaires, ils font des divorces. Tu vois, si tu arrives et que tu dis, moi, je fais du droit des droits de la famille, qu'est-ce qui te différencie des autres, etc., quoi. Et puis moi, C'était une question de se différencier des autres. Ouais, c'était une question de se différencier. Enfin, ce que t'aimais. Ouais, c'était aussi que moi, je voulais que tous les jours m'éclater dans mes dossiers. Vraiment, il y a des dossiers que j'aime pas, je prends pas et je sais que je passe à côté d'un chiffre d'affaires peut-être, mais pour l'instant, je me vois pas le faire, j'aime pas faire et je renvoie. Voilà, et le droit pénal de la famille, tu vois, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui font la famille sens global, moi je le fais pas, j'envoie à les confrères. Parce que ça m'éclate pas, parce que quand j'arrive au tribunal correctionnel, j'ai la boule au ventre et tout, tu vois. Et du coup, moi, je trouve qu'on est déjà assez stressé de base. Donc, c'est pour en plus faire des trucs qu'on n'aime pas, je vois pas l'intérêt, quoi. Moi, j'ai besoin de tous les jours me lever avec la passion. Ouais, putain, oui. Oui, non mais c'est une bonne question. Non mais je comprends. Non mais attends, je comprends. Mais j'aimerais, mais on refera cet épisode dans 2 ans. Ça sera parce que franchement, non mais je te dis, moi, j'ai commencé mon cab en me disant jamais je ferai du contentieux. Je déteste le contentieux. Et putain, après avoir envoyé, genre, je sais pas, depuis que j'ai commencé, donc ça fait 3 ans, je pense que j'ai envoyé 40 dossiers à des confrères en contentieux, 250 000 € plus tard d'honoraires non perçus chez moi, chez les confrères. Donc j'ai des belles tu vois, soit belles bouteilles de vin, soit des caisses de vin en fonction du dossier, tu vois. Sûr. Mais juste le chiffre, il est pas chez moi. Donc tu vois, je me pose la question, est-ce que, j'en sais rien. Mais peut-être, je sais pas, je réfléchirai peut-être plus tard, mais là pour l'instant, après je pense aussi les goûts ils évoluent. Tu vois, tout de suite, moi je veux faire du DIP, du divorce. Est-ce que dans 3 ans j'aimerais pas le tribunal correctionnel? Peut-être. Et tu vois, ça changera, ça évoluera. Mais moi à l'heure actuelle, tu vois, tous les jours je me lève et tu vois, quand je te parlais du rêve d'avoir la maison, le chien et tout, mon rêve il a changé et c'est ce que je vis maintenant en fait. Et ça pour moi c'est hyper important. Oui, il y a personne qui peut argumenter avec ça, en plus avec les yeux qui pétillent et tout. La meuf a des yeux qui pétillent, elle est amoureuse de son métier. Là, je fais ça. Ok, très bien. Ok, donc du coup, tu t'achètes ton petit carnet. Tu te dis, je me casse de l'endroit où je suis. En fait, je suis pas heureuse. Je m'en vais, je m'installe. Je tente. Ouais. Et tu prends un coach parce que tu te dis, j'ai pas le temps d'attendre, en fait. Je veux que ça marche tout de suite. Et t'apprends... Je veux dire, on va mettre de côté le fait que c'est Mickaël et qu'on l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il t'apprend? C'est-à-dire, qu'est-ce que t'apprends avec lui et que tu te dis... putain, ça, j'aimerais bien le transmettre à des auditeurs parce que, en fait, ça, je l'aurais pas... Enfin, tu vois, c'est comme ça qu'il fallait faire. J'ai bien fait. Alors, lui m'a apporté 2 choses. Là, avec 10-11 mois de coaching plus tard, je vois 2 choses. Un, il m'a apporté un truc qui est hyper important quand tu te lances, c'est l'écoute. Honnêtement, tu vois, des fois, il dit rien, mais il m'écoute. Et il me dit, ouais, si, je ferais plus comme ça. Et ça, tu vois, déjà, c'est incroyable. Parce que quand tu te lances seul, t'aimes bien partager des trucs. Avoir un sparring partner. Voilà, exactement. Okay. Et 2, tu vois, par exemple, dans le plus concret, on est allé travailler le persona. Donc, quel est ton client idéal? Parce que moi, mon client, je le visualisais, mais sans le visualiser, je connaissais pas ses habitudes, son cercle social, etc. Enfin, tu peux décrire là maintenant ton client idéal?
Mon client idéal pour personnage, alors mon persona, ça serait un homme entre 40 et 50 ans. Cadre qui aime la vie, qui profite avec ses amis, qui est très papa aussi, parce que moi mes clients ils sont très papa. Donc voilà, qui peuvent se séparer, mais par contre qui demanderont la résidence alternée. Tu vois, des trucs. C'est fou. Voilà, c'est à peu près, moi tous mes clients sont à peu près comme ça. Ok. Et du coup, tu vois, avec Mickaël, on a vraiment travaillé les détails, etc. C'est clair, c'est hyper détaillé, il est très papa. Putain, c'est fou. Voilà. Attends, mais c'est comme si moi je transpose un client en droit des AF, c'est quoi ? C'est un homme et il est très... je sais pas. Ok, vas-y. Et en fait, tu vois, après, on a construit la com comme ça. Alors, la com, lui, m'a beaucoup aidé, par exemple, avec mon site internet pour les phrases, où c'est moi qui rédigeais tout, et puis il me donnait son avis. Et comme lui, il est un peu le pied chez les avocats, mais qu'il n'est pas lui-même avocat et qu'il pourrait être client, tu vois, son regard est hyper important, en fait. Parce que Mika, alors je ne le souhaite pas du tout, mais demain, il pourrait être mon client. C'est aussi ça le truc. Oui, et du coup, quand on adore sa femme par ailleurs. Et oui, voilà, on l'embrasse. Mais tu vois ce que je veux dire, demain, en fait. Et du coup, son regard. Et moi, c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancée. Tu vois, mon site, par exemple, je l'ai envoyé à toutes mes potes qui n'étaient pas avocates. Ouais. Pour avoir leur avis, pour leur demander si ça leur parle, etc. etc. Et Mika, sur ça, il m'a vraiment aidé. Ok, donc le carnet, le coaching. Ouais. Et en avant Guingamp, quoi. Exactement. Et après LinkedIn. Ouais. Ok. Et donc, parce que du coup, tu t'identifies que le quarantenaire, entre 40 et 50, qui est 4 sup, en fait, c'est quoi son réseau social ? C'est soit Instagram, soit LinkedIn. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, Insta, alors je l'ai à titre privé, mais j'aime pas du tout mon image. Enfin, je suis pas très à l'aise avec la photo. Et là, tu vois, aujourd'hui, la vidéo, je suis pas t'es bien, là. Et du coup, je m'étais dit, parce que moi, à la base, LinkedIn, je voyais ça comme un trou noir, un truc que t'as depuis X années. Quand j'ai commencé, j'avais 150 abonnés, mais tu sais, j'avais ouvert en 2016, 2017, comme tout le monde. Et c'était un truc que je comprenais pas du tout. Mais par contre, je savais que sur LinkedIn, on n'était pas obligé de se montrer. On pouvait écrire des textes, à la base c'est ça, on écrit des textes et à la limite on colle une image et puis c'est tout en fait. T'as pas besoin en principe de te montrer. Et du coup, moi je me suis dit, choisis un réseau où tu vas t'éclater parce qu'en fait c'est quand même du taf, mine de rien. Et du coup, si tu vas à contre... Enfin, tu vois, t'es dégoûté du truc, tu seras jamais bon en fait. Je pense que là où t'es bon, c'est là où t'aimes faire. Donc du coup, je suis allée sur LinkedIn. Au début, je faisais un peu ce que tous les confrères font, tu sais, genre tu exposes une jurisprudence et tout. Et en fait, un jour, tu vois, avec Mika, on s'est demandé si c'était la bonne com, parce que du coup, avec Mika, il a commencé à me connaître. Et il s'est dit, tu fais un peu sérieuse sur LinkedIn, que tu n'es pas en vrai, enfin, je suis pas non plus le clown de service. Mais tu vois, moi, je fais pas partie de ces confrères qui vont faire de la doctrine sur Dallos, etc., que ça va être hyper sérieux, le avant, pendant, après, machin et tout. Moi, j'ai quand même un petit côté... fantasque. Voilà. Et j'avais besoin... Moi, j'avais trop peur que le client, il me lise sur LinkedIn, qu'il me rencontre en vrai, qu'il dise, il y a 2 personnes. En fait, que se passe-t-il ? Ouais, mais tu t'es pas dit, avec un ton léger, Enfin, moi, je me pose toujours la question de... tu vois, est-ce qu'on te prend pas au sérieux parce que t'as un ton léger ? C'est ça ma question. Alors moi à la base, comme je te dis, j'avais 150 abonnés à la base, donc tu prenais pas un risque énorme. Je me disais au pire tu te plantes, tu supprimes ton compte et c'est terminé. Il y avait personne qui me voyait. Ouais, donc, si tu veux, ta mère, tes copains. Ouais, voilà. En vrai, je risquais rien et c'est moi je dis à toutes mes confrères consoeurs, je leur dis mais lancez-vous maintenant en fait, plus votre compte est petit, mieux c'est. Parce qu'en vrai, tu vois un peu ce qui marche pas. Et en fait, au fur et à mesure, les gens, ils sont venus me voir, ils m'ont dit ça me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup, ça me parle. Et donc là, c'est comme ça que j'ai continué et je me suis dit, non, en fait. Après, l'humour, je suis d'accord, je suis pas toujours drôle, ça c'est vrai. Mais je sais pas. Mais moi, je te rassure. Moi, je me fais rire moi-même. Je te rassure. Je sais pas. Non, mais parce qu'on peut peut-être décrire un peu quand même. Donc, ton LinkedIn, en fait, tu fais beaucoup d'images, je sais pas comment on appelle ça, avec des pictos. Voilà, des pictos. Et donc, par exemple, le dernier, et si on reprenait les bases sur la pension alimentaire France Inter, hein, puisque j'imagine que France Inter a dit des conneries, et tu dis, le radio dit, la pension alimentaire n'est calculée qu'en fonction du salaire des pères. Et toi, et il y a un petit homme, j'imagine, qui est assis devant son poste de radio et qui dit, il faut que je pense à planquer mes primes, moi. Donc en fait, effectivement, et tout est, alors c'est toujours ce qui est cool. Enfin moi, en tous les cas, ce que j'ai trouvé hyper cool,
que je n'ai pas réussi à faire d'ailleurs, c'est que tu utilises toujours les mêmes codes couleurs, c'est toujours un picto, c'est toujours... c'est le même bonhomme, qui est d'ailleurs un bonhomme très simple. T'as pris, tu le fais sur Canva, c'est ça? Ouais, Canva, j'ai l'abonnement Premium. Ouais, Premium. T'as payé. Ouais, bien sûr. Mais c'est 10 € par mois, tu vois. Non, mais attends, tu plaisantes. Donc, tu vois le nombre de trucs inutiles que j'ai, moi. Mais moi, je me suis dit, c'est le meilleur investissement de ma vie, quand même. C'est vrai, non, mais t'as raison. Du coup, je fais tout avec. Pour le coup, j'ai même fait mon logo. C'est moi qui ai fait le logo. Et donc, je l'ai fait là-dessus. Donc, tu vois, j'ai bien rentabilisé. Je le conseille à tout le monde. Et je fais toujours le même truc parce qu'il faut que ça aille vite. Ça prend beaucoup de temps déjà de base. Donc, si je peux. Tu t'organises comment? À la base, quand j'ai commencé mon cab, j'avais pas beaucoup de clients. Donc, forcément, je pouvais le faire dans la semaine. J'avais beaucoup de temps. Maintenant, je le fais le samedi et le dimanche, quoi. Voilà. Ok. Ça passe sur Et ça te prend combien de temps? Les textes, c'est hyper court parce que j'ai tout le temps des idées. Moi, j'ai tout le temps des idées de quoi dire. Les images, ça prend un peu de temps, mais par post, je dois y passer 30 minutes. Parce que, donc, du coup, jamais t'as eu peur que les posts humoristiques fassent que ça fasse pas suffisamment sérieux. Ça, non. Non. Jamais. Après, on me l'a jamais dit en face. Je pense qu'il y a des confrères qui aiment pas du tout. Mais voilà. Oui, mais moi, c'est au final. Alors moi, tu vois, j'écrivais mes posts pour mes clients et en fait, ça a touché mes confrères. Et mes confrères m'ont recommandé. Donc en fait, moi, tes clients, ils viennent d'où du coup? Ils viennent de que des recommandations de confrères et de notaires qui me lisent sur LinkedIn. Donc en fait, c'est les confrères qui lisent. Oui, et qui me recommandent. Donc en fait, ton persona, c'est pas un avocat, c'est pas un, c'est pas un homme c'est un avocat ou un notaire entre 40 et 50 qui ça fait marrer et qui me recommande par LinkedIn. Ouais. J'ai beaucoup et je demande toujours à mes clients d'où ils viennent et ils me donnent des noms que je connais pas à chaque fois de confrères ou de notaires. Et en fait, quand je vérifie dans mes abonnés sur LinkedIn, je les vois. Donc tu vois, et c'est eux qui me recommandent. Et en fait, je pense, pour en avoir discuté avec certains confrères, ils me disent, vu que tu es un peu différente des autres et que tu nous fais rire parce que tu casses un peu le code du monde des avocats qui est très carré, on te retient facilement. Et quand on doit donner un nom en droit de la famille, on pense à toi. Et Instagram aurait pu être une façon de faire, mais toi, t'es pas à l'aise avec le Je pense que oui, en vrai, je pense que moi, je suis sûre, tu peux développer partout. Il y a des ça pourrait marcher de la même façon. Hein. Ah oui. Mais il y a des confrères mais tes pictos, t'as pas essayé de les foutre sur Instagram? Je les ai mis, j'ai 200 abonnés. Écoute, vraiment. T'es pareil que moi. Non, et puis en plus, je peux pas être partout. Enfin, au bout d'un moment, tu vois. Non, mais c'est un vrai sujet, ça. Hein. Ouais, mais je pense que tu peux être bien sur Insta aussi, mais après, moi, j'ai pas le temps, quoi. Enfin, aussi, il y a de ça. Moi, j'adore LinkedIn. C'est pareil que toi. Mais le truc, c'est que si tu veux, moi, les réseaux sociaux. Alors, du coup, moi, j'ai un compte Instagram, mais je pense que j'ai dû poster moi-même 0 truc. Et les seuls que j'ai postés. J'ai jamais posté un truc. C'est la fille avec laquelle je travaille, Charline, qui a posté mes trucs. Et c'est vrai que ça faisait. En fait, si t'as pas une vraie activité sur Insta, que tu mets pas un peu du tien, en fait, ça fait un peu pchit. Et LinkedIn, j'adore parce que je trouve qu'il y a... Enfin, c'est rare d'avoir quelqu'un qui te parle très mal sur LinkedIn. C'est hyper... c'est beaucoup... Je trouve que c'est quand même beaucoup plus policé que les autres réseaux sociaux, en tout cas, ce que j'en entends. C'est pas Twitter, ça c'est sûr que moi j'ai pas de haters, tu sais. Pour moi, les haters, c'est ceux qui t'attaquent personnellement sur ton physique, sur ta réputation. Ça, j'ai pas. Par contre, en droit de la famille, il faut savoir qu'on touche des sujets sensibles, tu vois, du type le mariage pour tous, la GPA, etc. Et des fois, j'ai des commentaires virulents là-dessus. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà eu... Pour l'instant, j'ai bloqué qu'une seule personne sur LinkedIn. Ah oui, donc t'as déjà bloqué quelqu'un? J'ai déjà bloqué parce que... En fait, j'avais fait un post et j'avais vu sur Insta Jacques Mus qui a annoncé qu'il avait eu recours à la GPA au Québec. Ouais. Et donc, il a annoncé la naissance de ses enfants, machin et tout. Et j'avais regardé les commentaires en dessous sur Insta et il y avait que des mensonges et puis des trucs atroces. Ouais. Et donc, moi, j'ai fait une publication sur LinkedIn qui disait parlons bébé, parlons mode, parlons GPA. Ouais. En gros, où je disais qu'effectivement, la GPA en France, c'était interdit, mais que pour tous ces enfants qui sont issus de la GPA à l'étranger, la France a été obligée de les reconnaître. J'avais vu ton post. Ouais, et en fait, en dessous, je me suis collé un nombre de commentaires qui étaient homophobes. Ah, et c'est la première fois dans une publication que j'ai modifié ma publication et à la fin j'ai dit tout commentaire homophobe ou haineux sera supprimé. Et il y en a un qui m'a identifié. Ouais, vraiment, je trouvais ça scandaleux déjà de rajouter. Je me suis détesté de le rajouter, mais il fallait que je le fasse. Et je me suis retrouvée sur un blog religieux.
Non, mais ça allait hyper loin le truc. Et on m'a dit que j'étais un enfant de Satan parce que je prônais la GPA, je sais pas quoi. Enfin, le truc, ça mélangeait religion extrémisée et tout. Et là, j'ai dit, c'est mort, je bloque. Il n'y a pas de débat à avoir. Enfin, moi, c'est pas possible. Des commentaires comme ça, j'accepte pas. Parce que, ok, c'est un réseau social, tu peux débattre et tout. Par contre, l'homophobie, c'est quand même interdit par la loi. Donc, au bout d'un moment, c'est stop. Ouais, et donc, c'est un des seuls. Mais parce que nous, en droit de la famille, on touche des sujets qui sont un peu. Qui se discutent, en fait, dans la société. Oui, bien sûr. J'ai reçu il n'y a pas longtemps Michel Dayan qui a publié un livre super d'ailleurs. Donc, maintenant, j'ai enfin terminé son livre. Et elle disait, on a les mains dans les entrailles de la famille française. Et je trouvais que c'était très bien dit. Ouais. Parce que c'est effectivement des choses qui remuent les gens vachement. Mais moi, je vois les confrères quand ils font des posts sur la session d'entreprise, en vrai. Tu vois, il y a des commentaires. Ça excite personne. Voilà, je te confirme. Non, mais tu vois, et alors, voilà. Moi, j'ai fait un post sur. Ouais, c'est sûr. Moi, les posts, ils sont moins excitants, ça c'est clair. Donc, tu fais tout toute seule, ta com, tout seul. Tout, je délègue rien. Ouais, hein. Voilà. Et tu n'as pas l'intention de déléguer à un moment donné? Je vais embaucher en 2025, là. Ouais, c'est ça. Embaucher en avocat. En avocat. Ouais. Parce que la com, moi, je trouve que c'est un truc sympa qui me change un peu de mon quotidien. C'est marrant parce que, tu vois, j'ai rencontré une autre jeune femme, Nolwenn Leroux, que je vais interviewer prochainement. Et elle m'a dit, moi j'avais envie d'arrêter la profession parce que j'en avais marre, parce que c'est hyper dur de droit de la famille. Je fais une petite série droit de la famille. Là. Ouais, je vois ça. Et elle disait, et en fait les réseaux sociaux, ça m'a permis de passer, en fait de faire autre chose que mon métier. Différemment, quoi. Enfin, c'était c'est ta bulle un peu. Ouais, ma bulle. Tu vois, quand tu traites des dossiers qui sont... Alors, il y a des divorces qui se passent très bien, mais quand il y a des divorces qui sont très hard, tu te mets sur LinkedIn, tu travailles à un poste, en vrai, ça te fait souffler, tu vois. Ça te permet de t'évader, Moi, j'ai fait plein de rencontres comme ça. Tu vois, pour l'installation, là, quand on parlait créer un cabinet de toutes pièces, moi, j'avais aucun réseau. Parce que, comme je t'ai dit, j'avais pas eu de projet en avant. Ouais. Et en fait, LinkedIn, les gens sont venus à moi. Moi, ils sont venus en message privé, ils m'ont dit « Bonjour, est-ce qu'on peut se rencontrer? J'adore votre communication. Venez, on prend un café, on va manger, machin et tout. » C'est ça, c'est un peu le mythe où on dit quand tu t'installes, les gens ont envie de t'aider, mais c'est pas du tout un mythe en fait. Alors, si j'avais pas eu LinkedIn, je pense que j'aurais eu personne, tu vois. Mais oui, clairement, les gens, ils sont venus à moi. Et tu vois, maintenant, je fais des dîners à Lyon entre entrepreneurs, notaires, huissiers, avocats et tout. Parce que du coup, j'ai rencontré tellement de gens que je les fais rencontrer entre eux. Ouais. Tu vois, des trucs, comme ça. Et c'est grâce à ça que j'ai construit mon réseau, quoi. Moi, c'est LinkedIn. Ok. Et c'était ambitieux quand même de partir. Parce que, c'est très bien fait. La communication est hyper pro. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a assez peu de tâtonnements. Alors, je ne sais pas si c'est le carnet. Je fais une obsession sur le carnet. Je ne sais pas si c'est le carnet ou Mickaël ou ta personnalité, certainement un combo des trois. Mais j'ai l'impression que tu as assez peu tâtonné. En fait, c'est ça qui m'a intéressée dans ton parcours au démarrage, qui est normalement un truc qu'on fait tous. C'est-à-dire tu tâtonnes un petit peu et en fait, après, ça devient quelque chose. Donc, je trouvais ça sympa que toi, tu as eu une lancée assez franche. Mais du coup, il y avait quand même un truc qui était vraiment osé, c'était le droit international. Comment on touche l'international quand on décide? Parce que ça soit valable pour le droit de la famille ou pour n'importe quel... Comment tu décides? Enfin, tu décides parce que t'aimes. Ok, vas-y. Et après, en fait, comment tu fais pour toucher on parlait d'un dossier au Vietnam. Comment tu fais pour toucher ces gens-là? C'est les recos LinkedIn. En fait, moi, tu vois, par exemple, mes posts sur LinkedIn, on va te dire 50 ou 60% de mes posts, ça parle DIP. Tu vois, le reste, ça parle famille lambda, tu vois, mais ça parle DIP. Et du coup, y a des notaires qui pensent DIP, qui pensent à moi. Voilà. Parce qu'en fait, ma com, elle est axée, tourne autour du DIP. Là-dessus. Et du coup, les gens, au bout d'un moment, ils savent que moi, c'est DIP. Et c'est comme ça que je chasse des dossiers Vietnam, Afrique, États-Unis, et voilà. Parce qu'en fait, je le dis tout le temps. Quand tu veux quelque chose,
il faut que tu martèles ta com là-dessus. Tu peux pas partir dans tous les sens, tu vois. Il faut que tu choisisses un truc, tu y vas à fond. Et en vrai, tu récupéreras tout ce qui est périphérique en même temps. Mais voilà. Sans avoir peur d'une verticale, quoi. Non. Sans avoir peur de... C'est souvent, on nous a dit dans ce podcast que avec Charlotte, on l'avait noté qu'en fait, c'est pas parce que tu dis que tu traites que d'un point spécifique d'une matière qu'on te donnera pas le périphérique. Ah ouais, moi on me donne plein de trucs autour. Et je te dis, j'ai des dossiers franco-français et voilà. Ça n'a jamais empêché parce qu'en fait, quand tu es... j'aime pas le mot spécialiste parce que j'ai pas passé la spécialité, mais quand tu es dans le... Tu peux le dire quand même, on sait de quoi tu parles. Voilà, quand tu es dans le domaine DIP, ça veut dire forcément que tu connais le franco-français. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, on te les donne aussi. Mais c'est comme si tu disais, moi en droit du travail, je fais que du salarié. Bah, tu connais tout autour en fait aussi. Donc tu peux faire employeur aussi normalement. Ouais, je sais bien, mais le problème c'est que les gens ont toujours peur que quand ils vont choisir, tu vois, ils vont exclure en fait. Et le truc, la meilleure phrase, c'est quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, on me l'a martelé et Mika me l'a dit aussi, tu vois, cette phrase. Et je suis totalement d'accord. Et puis moi, vraiment, c'est ce que je voulais dans ma vie, c'est faire du DIP. Je le voulais plus que tout. Donc, et t'en faisais déjà dans ta collab précédente? Non, j'en faisais pas. Ah oui, donc en plus, c'était... Non, j'en faisais très très peu parce que c'est pas du tout... le cabinet n'était pas tourné là-dessus du tout. Donc moi, j'avais dit justement dans mon calepin, tu vois, la première ligne, c'est faire du DIP. C'était mon truc, c'était mon truc à moi, quoi, vraiment. J'ai toujours aimé ça et je voulais faire ça parce que moi, j'ai une maman qui est kiné, bon, rien à voir, mais qui a son propre cabinet et qui m'a toujours dit qu'elle, elle se levait tous les jours avec passion. Et moi, je voulais ce truc-là. Tu voulais ce truc-là. Ouais. Ok. Et après, je sais que aujourd'hui, tu fais un cursus en plus à ça, c'est ça? Oui. Tu peux nous en parler? Ouais, alors moi, j'adore apprendre. J'aime tout le temps apprendre. Je suis plein de formations sur toutes les écoles possibles et inimaginables. Je suis même les formations avocat de Paris. Et avec ma clientèle là qui s'est un peu développée au fur et à mesure, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne quelques bases, notamment dans le patrimoine de la famille. Parce que comme mon persona c'était le quarantenaire, cinquantenaire, cadre, etc. Forcément certains ont du patrimoine et si tu veux, moi je peux pas arriver la bouche en cœur et leur dire je sais pas. Donc je me suis dit go, reprends tes études. De toute façon à la base quand je m'étais inscrite j'avais moyen de clients. Donc je m'étais dit j'avais le temps. Bon, grave erreur, je n'ai plus le temps, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, je me suis dit, en fait, c'est pas quand tu seras la tête sous l'eau, etc., que tu le feras, donc fais-le maintenant. Et puis voilà, je me suis lancée. Et du coup, je fais le DU droit patrimonial de la famille à Paris. C'est 2 jours par mois. Je monte 2 jours, je rencontre des confrères. Hyper intéressant, j'apprends, je vois mes potes, mes clients, et voilà. Hein. Et du coup, c'est trop bien. Moi aussi, là, je me suis lancée dans une formation. Comment piloter l'innovation? On va voir. Parce que je me dis pareil que toi, c'est-à-dire que mes clients, c'est des cabinets d'avocats ou d'autres, des professionnels libéraux. Et quand même, le champ aujourd'hui, le défi, je pense, de la profession libérale pour qu'elle existe dans le monde dans lequel on est, c'est l'innovation et savoir sa capacité à innover, à se remettre en question. Et du coup, je me suis décidée à se faire ça. Et là, maintenant, tu vois, je me dis pareil que toi, je sais pas très bien comment est-ce que je vais caser ça, mais ça va bien se passer. Ouais, moi, les semaines où je viens en formation à Paris, c'est sport. C'est sport, mais après, j'adore. Et je trouve que j'apprends plein de trucs. Je discute avec plein de confrères aussi. Donc, tu vois, je trouve qu'il n'y a que du positif à se former. Et moi, pendant ma précédente collab, j'avais pas le temps parce que j'ai géré plus de 100 clients à la fois et j'étais dans le droit de la famille dur, donc tout ce qui est violence conjugale, etc. Donc j'avais pas le temps de vivre, j'avais pas le temps de me former et c'était vraiment mon point dans mon petit carnet où je m'étais dit tu vas te former parce que le droit ça bouge tout le temps. En vrai, il y a tout le temps des nouvelles jurisprudences, etc. Et il faut que tu sois à la page parce que tu peux pas donner des mauvais conseils aux gens quand ça concerne leurs enfants, la pension alimentaire, etc. Tu vois. Parce que du coup, ton persona, c'était un papa, quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, donc dans ton persona, il y avait plus de violence conjugale. Non. Ouais. J'en fais parce que l'adrénaline du dossier, l'ordonnance de protection et tout, ça c'est un truc qui me plaît. Mais je trouve que ça aspire ton âme aussi. Vraiment, quand tu fais un dossier d'ordonnance de protection, tu ressors de là, t'es lessivé, t'en peux plus, il faut que tu reprennes ta vie normale et tout. Et c'est un peu dur, je trouve, parce que moi j'ai vu tu vois le tréfonds de l'humanité, quoi, clairement. Ouais. Et bon, ça me plaît, mais j'ai pas du tout, tu vois, j'axe pas non plus ma com là-dessus. Non, mais je comprends. Moi, j'aurais jamais pu faire. Une petite question. Tu as fait une newsletter. Ouais.
Ça, c'est Mika, ça. Je le dis. Je le balance. Tu en fais... Elle vit, cette newsletter ? Alors, ouais, elle vit. Je me suis... Ça marche. Ça marche. Oui et non, plutôt non. Parce qu'en fait, là, je m'étais vraiment concentrée sur LinkedIn. Ouais. 2025, c'est l'année de la newsletter. Ah, c'est l'année de la newsletter. Ouais, je me suis fixé ça. Mais est-ce qu'on est complètement sûr que ce soit important d'avoir une newsletter ? Putain, moi, j'arrive pas à me... Alors, moi, tout ce que je fais, à la base, LinkedIn, la newsletter et tout, c'est pour me faire kiffer moi, tu vois, aussi. Il y a de ça. Moi, j'adore écrire. Moi, quand j'étais petite, j'écrivais des petites histoires, tu sais, des petits romans, machin, policiers, truc, tu vois. J'ai toujours eu cette imagination. Ouais. Et du coup, tu vois, moi, ma newsletter, c'est vraiment... je la fais devant Netflix et j'écris que je suis devant Netflix en train de regarder des comédies romantiques. Et après... Il n'y a plus aucune comédie romantique dans Netflix que je n'ai pas regardée. Ouais, voilà, donc tu me comprends. Franchement, c'est pas... Et donc, du coup, je l'écris comme ça, moi. Et j'envoie ça aux gens. Et je sais que pour l'instant, tous ceux qui me l'ont lu m'ont dit que du coup, ils se sentaient proches de mes paroles, qu'ils me comprenaient bien et que ça a montré une facette de moi assez cool. Voilà. Ouais, mais ça prend du temps, putain. Ouais, ça prend du temps, par contre. La newsletter, c'est pire que LinkedIn, moi, je trouve. Bah oui. Parce qu'en plus, toi, tu t'écris des articles très régulièrement. 1 fois par semaine, j'écris sur mon site. 1 fois par semaine. Ouais. Et ça, c'est plutôt des trucs de doctrine ? Ça, c'est plutôt des questions pratico-pratiques du style si je suis mariée à un Belge et que je vis en France, quel juge saisir, quoi. D'accord. Et donc, c'est des petits articles. Du coup, c'est des brèves. C'est des brèves qui font 1000 mots quand même. Hein. D'accord, donc c'est plus des brèves. C'est plus des brèves, non. Mais après, tu vois, ce qui est bien, c'est que quand tu fais un article ou une newsletter, après, tu peux le décomposer en petits posts LinkedIn. Tu peux me raconter un peu ta routine pour avoir des idées c'est-à-dire, le grand problème des gens, c'est la page blanche. Pas... Ouais, exactement. Ouais, c'est la page blanche et surtout qu'ils se lancent pas, ils ont peur de raconter des conneries. Alors ça, tu t'en as parlé, t'as dit, écoute... Gars, t'as 150 abonnés, donc si tu racontes n'importe quoi, franchement, tout le monde s'en fout. Ok, admettons. Mais après, ce que moi, je rencontre, c'est les gens qui me disent « Mais je sais pas quoi raconter, mais qu'est-ce que je peux raconter ?» Tu vois, c'est un peu ça. Alors, t'arrives à me processualiser l'histoire ou pas ? Ouais, en gros, sur mon carnet, toujours. Ouais. En même temps que je réfléchissais à comment je voulais mon câble, j'avais toujours pensé à rédiger. Donc, j'avais fait une liste d'articles que je pouvais rédiger. De thèmes, mais des grands thèmes. Au début, ça démarre par très, très grand. Genre, quels sont les divorces en France ? Tu vois, et bam, tu fais 4 posts, le divorce pour faute, le divorce machin. Ouais, très bien, ouais. Et ça démarre comme ça. Okay. Et en fait, quand tu rédiges, par exemple, ton divorce pour faute, tu sais, c'est une violation des devoirs du mariage. Bim, devoir du mariage. Et tu refais un post comme ça. Et en fait, je trouve que plus tu vas rédiger, plus tu vas avoir des idées. Et après, j'écoute beaucoup les gens parler. Ouais. Du coup, ils me donnent plein d'idées. Parce que tu vois, la dernière fois, je déjeunais avec une consoeur qui me disait que son mari voulait déménager à l'étranger et qu'elle avait peur d'être femme expat et de rien faire toute sa journée. Et j'ai fait un article là-dessus. Tu vois, et que des trucs comme ça, quoi. Et en fait, si tu écoutes les gens, que tu rédiges, et que tu lis, par exemple, moi je lis la J-Famille, Revue Famille, machin et tout, t'as des idées, je trouve, qui viennent très très facilement. Les gens, ils ont l'impression que c'est une montagne de rédiger. Mais en fait, une fois que t'as pris le coup... Si on processualise le truc, la première chose, c'est l'inspiration sur la matière, le thème, quoi, ce qu'on va... Donc toi, tu dis, tu peux, lister les grands thèmes de ta matière. Ensuite, tu prends n'importe quel thème de ta matière. Mettons, donc toi, tout à l'heure, t'as pris quoi ? Le divorce pour faute. Ouais, quels sont les types de divorce pour faute, et après, tu peux décliner, ok ? Et moi, ça serait, quels sont les différents types de sociétés, SAS, et après, tu dis, du coup, dedans, t'as... évidemment 1000 trucs, comment exclure un associé, comment... Ouais, c'est ça. D'accord. Et en fait, Et après, donc ça, c'est pour avoir le petit point de droit que tu vas vouloir creuser, quoi, pour avoir ta brève ou ton article. Mais bon, disons qu'on commence par les posts avant de faire des articles, peut-être. Et ensuite, on se dit quoi ? Comment on met en scène ? Comment on se dit que ça va devenir intéressant ? Tu vois, c'est moi, quoi le story ? Souvent une petite histoire, un petit dossier. Alors au tout début, comme j'avais pas de dossier, je racontais mes dossiers d'avant. Ouais. Parce que comme tu as été collab, tu as eu des histoires. Tu peux les inventer en vrai, non ? Alors tu peux, oui, je fais des cas fictifs moi pour le droit patrimonial, mais sinon c'est tout ce que j'ai connu et c'est soit en fait des cas, soit des histoires de potes, parce qu'en vrai nos potes ils vivent et ils font plein de choses aussi et du coup tu peux t'inspirer d'eux aussi.
Et c'est comme ça, en fait, moi, je mets un titre, je raconte l'histoire de monsieur, il a retrouvé madame en train de le tromper. Ça, c'est l'infidélité, c'est une faute. Et voilà, et t'as ton truc comme ça, en fait. Et tu raccroches. Et je trouve que de parler d'une histoire, ça, les gens, ils comprennent mieux. Moi, je vulgarise au maximum mes posts. Parce que alors après, c'est le truc. Bon, après, c'est vrai que c'est plus facile à rédiger quand tu vulgarises que. Enfin, disons que la production est plus facile à faire parce qu'elle est plus rapide. Mais en vrai, selon ton persona, t'es pas nécessairement obligé de vulgariser le truc, en fait, tu vois. Alors moi, j'ai toujours eu... moi, je fais quand même des phrases... Même dans la vie de tous les jours, je fais des phrases courtes. Tu vois, je vais direct au but. Vraiment, donc en fait, ma communication, elle est aussi... C'est un prolongement de moi. Ouais, bien sûr. Du coup, moi, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je l'ai fait aussi sur LinkedIn. Et je trouve que le droit, c'était réservé à l'époque à une élite. Et maintenant, il faut, plus ça va et moins, bien sûr, tu vois, c'est réservé à l'élite, mais on sera toujours utile. Et beaucoup de confrères pensent que s'ils écrivent avec des mots à rallonge, des belles phrases... C'est quand même de moins en moins le cas, je pense. Sur LinkedIn, je le vois encore, moi. Oui, non, mais ça va, t'as raison. J'avais pris une... Quand moi j'ai commencé, il y a une fille qui s'appelle Valentine Soda, je sais pas si tu vois qui c'est une nana sur LinkedIn, tu vois, ça fait partie des gens qui sont très influents sur LinkedIn et qui ont fini par faire de leur vie des coachings sur LinkedIn, tu vois. Okay. Et je rentre de vacances et je vois que elle a ouvert je sais pas si c'était vrai, mais elle disait qu'elle avait ouvert 50 créneaux pour les 50 premiers inscrits pour avoir 45 minutes de coaching avec elle. Donc j'avais payé mes 200, je sais plus combien, et j'avais eu ce coaching et j'avais trouvé qu'elle disait un truc. Elle disait t'as plusieurs types de posts. T'as les posts célébrations qui sont hyper faciles à rédiger. Ça, c'est les trucs que tout le monde voit. 1 an de mon cabinet, j'ai réussi. Et alors là, elle dit, donc le post type, c'est j'ai galéré, c'était dur, mais finalement, après, je m'en suis sortie et j'élève des chefs dans le Larzac et je suis hyper heureux. Moi, je supporte pas ces posts-là. Moi non plus, j'ai du mal, mais le fait est que c'est un type de post et la vérité, c'est que il y a quand même... Ça draine. Enfin... C'est quand même des posts, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais c'est des posts, j'ai que le terme hyper vulgaire sur le bout des lèvres. Bon. C'est ceux qui vont te ramener le plus de vues. Tu vois. Ouais, qui te ramènent le plus de vues. Voilà, exactement. Ensuite, elle disait, tu as les posts d'information, et elle disait, les posts d'information, c'est les plus difficiles à faire, parce que tu es obligé d'avoir une punchline qui fait que les gens vont lire ton truc. Et elle m'avait dit, tu dois faire une accroche qui est simple, mais qui est suffisamment percutante sans être... sans nécessairement être accrocheuse pour rien, quoi. Tu vois. Ah oui. Moi, je trouve ça hyper important. Comme tu dis, les titres putaclic, je trouve ça détestable. Mais moi, je trouve ça détestable. Mais il y en a plein qui le font. C'est quand même, il y en a plein qui disent moi, aujourd'hui, j'ai embauché une stagiaire. Mais en fait, on s'en fiche. Alors, je suis d'accord, ça fait plus de vues. Parce que dès que tu parles de toi, moi, je l'ai fait le test. J'ai mis une photo de moi sur LinkedIn. C'est les posts qui ont fait le plus de vues. C'était incroyable. C'est fou, hein. Et c'est n'importe quoi. Mais par contre, ok, ça me fait un chiffre qui gonfle mon ego comme jamais. Mais par contre, c'est pas ceux qui me ramènent des clients. Et ça, c'est hyper important de le dire. Parce que du coup, moi, il y a des fois des posts où, je sais pas, j'ai 500 vues, 600 vues, donc c'est quasiment rien. Ouais. Et j'arrive quand même à avoir des clients là-dessus. Donc, tu vois, ça veut rien dire. C'est sûr que tu vas avoir plein de likes, machin et trucs. Mais en vrai, ça, c'est ton ego, en fait. Ça plaît à ton ego. Et voilà, c'est intéressant parce que, effectivement, je crois que c'est très juste. C'est très juste. T'as raison. Et elle l'avait décomposé. Elle me disait, t'as une punchline qui parle à... Et surtout, elle m'avait dit un truc qui m'avait vachement choquée, mais sur lequel, après, je me suis appliquée à le faire. Elle me dit, il faut que tu fasses des phrases, en fait, bien écrites, en fait. Les gens, enfin, tu vois, elle disait, elle me dit, c'est pas Insta, en fait, LinkedIn. Ah oui, oui. C'est beaucoup plus sérieux. Normalement, c'est un truc pro, donc, tu vois. Ouais, c'est clair. Ok, donc, LinkedIn, la newsletter... Peut-être pas. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Est-ce que... Attends, je suis en train d'essayer de chercher mes questions que j'ai perdues. Attends.
Est-ce que toi, ils sont arrivés tout de suite, tes clients? Clients, tout de suite, tu as mis du temps? Toi, ça a été un démarrage, genre, c'était soft launch ou c'était... Non, c'était doucement. Au début, alors moi j'ai fait le pire truc qu'il fallait faire, c'est-à-dire que donc je me suis installée le 30 octobre 2023 et 4 jours après je suis partie en vacances à l'autre bout du monde. Bien. Donc du coup, bien. Voilà. Bien. Clairement, il ne fallait pas faire ça. Solide. Donc si tu veux, quand je suis arrivée en janvier 2024, je n'avais pas de clients. Ben, voilà, il faut être très honnête, quand t'es en vacances, t'es en vacances. Ouais, et t'es même pas vraiment en vacances parce que du coup, t'as un pied dans le câble que tu viens de créer et un pied en vacances. Donc en fait, c'est la pire chose à faire. Mais c'est venu petit à petit parce que LinkedIn, c'est pas on voit un post et bim, on va te recommander. Non, ça met un peu de temps. Après, c'est venu... Enfin, c'est quand même rapide. Oui, ça a été rapide, mais si tu veux... d'homme... Je suis d'accord, mais je vais pas vendre le truc comme demain, tu démissionnes, tu t'installes et tu vas gagner 10 000 € par mois. Ça, je le vendrai pas comme ça, tu vois. C'est pour un post putaclic. Exactement. Non, mais voilà, il faut en vouloir, il faut en donner, quoi, clairement. Ouais, je suis d'accord. Ok. On termine, comme tu sais, toutes nos interviews par les questions qui fâchent. Alors, la première question, c'est la question politique. Si tu devais supprimer une règle du code de déontologie, ce serait laquelle ? Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'ai écouté tous les anciens podcasts, je t'avoue. Moi, j'en enlèverai pas un. Par contre, il y a une pratique en droit de la famille qui m'irrisse un peu le poil. Ouais. C'est le courrier officiel. Il y a beaucoup de confrères qui rédigent des courriers officiels pour balancer tout et n'importe quoi sur son client. Insupportable. Et c'est insup parce que c'est pas ce que prévoit le RIN. Non. Donc du coup, moi, je trouve ça insup et j'avoue que ce truc, je l'enlèverai direct. Peut-être la façon dont les gens l'écrivent plutôt que... Ouais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de jugements, c'est très haineux souvent, donc voilà. Ça, c'est le droit de la famille, c'est quand même tout un pan. Je te jure, donc c'est la deuxième avocate en droit de la famille, donc il y a eu Michel, toi. C'est quand même a l'air d'être un droit assez particulier. Enfin, moi, j'ai pas du tout fréquenté, j'en ai jamais fait, tu vois, jamais. Et j'ai l'impression que c'est un milieu qui est quand même... C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours, ouais. Question Gad Elmaleh, sur qui t'as copié ? Alors je sais pas si j'ai copié quelqu'un, mais je me suis inspirée, comme tout le monde, hein. J'ai pas créé la roue, donc vraiment voilà. Juliette Chavel. J'adore Juliette. Je trouve que son épisode avec toi a été vraiment très intéressant. Donc j'avoue que j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait, etc. Et je l'ai remixé à ma sauce. Donc, c'est une des concerts qui m'inspire, tu vois. C'est marrant parce que Juliette, elle a fait... Donc, je vous invite à écouter son épisode parce qu'effectivement, ça fait partie des épisodes que j'ai adoré faire. Et elle disait qu'elle avait une routine, pardon. Et d'ailleurs, je t'ai pas posé... Avant de reparler de Juliette, la fille qui est folle, tu le mets à jour, ton carnet ? Ouais. Ton carnet Mais je l'ai tous les jours avec moi. Là, je suis venue à Paris, tu vois, j'ai pris le train, j'avais mon carnet, j'ai noté dans le train. Mes idées. Tous les jours. Pourquoi tu l'as pas fait sur le téléphone ? Parce que moi, je rédige tout à la main. Voilà, il faut savoir que mes conclusions, par exemple, ou non. même, non, mais moi, je suis un. Tu les rédiges à la main, après tu les tapes. Tu sais que, par exemple, quand j'ai passé les CRFPA, toutes les épreuves, je les ai écrites sur le brouillon, et après, j'ai recopié au propre. Mais t'es une chienne, non, ça va pas, ça prend 2 fois plus de temps. Ouais, la note de synthèse, je l'ai écrite 2 fois. Tout, en fait, tout au droit des obliges, je l'ai écrit 2 fois. Droit de la famille. Non, mais peut-être les conclusions là maintenant, ça y est, non ? Pas si, je sais pas si c'est compliqué ou quoi que ce soit. C'est un dossier un peu touchy, je rédige à la main. Moi, je vois mes idées à la main, alors que sur téléphone ou sur le clavier, je vois pas. Je sais pas, j'arrive pas à écrire, je suis là. Oh. Mais non, je rédige tout. Je rappelle que t'as quel âge ? 30 ans. 30 ans. Ouais. Ok, très bien. C'est juste pour être sûre. Et donc, je parlais de l'épisode de Juliette qui avait mis en place un truc que j'avais trouvé génial et que j'essaye de m'appliquer. Elle disait, c'est un temps pour moi, c'est rendez-vous avec moi-même. Elle disait qu'elle avait fixé tous les vendredis, je crois que pour elle, c'était les vendredis. Tous les vendredis, elle reprenait du temps pour elle, 2 heures qu'elle fixait dans son agenda où elle disait j'en suis où de mes lettres de mission, j'en suis où de l'argent que j'ai dépensé, de l'argent que j'ai rentré, est-ce qu'il y a des clients qui me doivent encore de l'argent, j'en suis où des actions de com que je voulais mettre en place, enfin tu vois, et je trouvais que c'était une hygiène de cab qui était hyper intéressante, ce d'autant qu'à l'époque quand elle m'en a parlé, enfin je veux dire ils n'étaient pas 46 dans son cabinet, je pense qu'elles étaient 2, tu vois, donc comme quoi la taille du cabinet n'a absolument rien à voir avec l'organisation que tu mets à côté. Clairement. Question Steve Jobs. Si tu devais donner 3 conseils à un avocat entrepreneur qui a envie de monter son cabinet, quels seraient-ils ?
Le premier, ça serait d'oser. Parce que j'ai beaucoup de confrères, moi, qui maintenant m'écrivent et qui ont peur de se lancer. Et moi, je leur dis toujours, oser, c'est le premier pas vers la réussite. En vrai, des confrères qui finissent sous les ponts, ça doit exister, mais on survit, je trouve. Tu vois, après 1 an d'activité, moi, je survis. Donc, si j'ai pu le faire, j'estime que tout le monde peut le faire. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième que je donnerais, c'est de s'entourer. Vraiment, avant. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai monté mon cab, parmi mes potes, j'étais la seule à monter un câble. Il y en avait plein qui s'associaient, etc. Mais moi, j'étais vraiment la seule. Et je suis allée voir les confrères et je leur ai posé des questions. Je leur ai dit, mais comment vous êtes installés ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Les gens ne sont pas avares de conseils, non ? Non, et en vrai, alors il y a 2 ou 3 confrères qui m'ont regardé bizarrement, mais il y en a plein qui m'ont dit, moi j'ai fait un crédit, moi ci, moi ça. Et tu vois, ça c'est hyper important. Il y en a qui m'ont dit, il faut faire une fiche Google My Business. Mais tu sais, moi ça m'était pas venu à l'esprit comme ça. Non. Et du coup, ça, je trouve ça hyper important. Et maintenant aussi, pendant l'aventure, s'entourer. Parce que je sais que j'ai une difficulté dans un dossier, je peux appeler des confrères. Je peux appeler des confrères sur des idées. Tu vois, la dernière fois, j'ai appelé Juliette parce qu'on a un dossier en commun. Et j'ai parlé avec elle de com. Tu vois, bien sûr. On a échangé. D'où l'intérêt des syndicats ou des choses comme ça. C'est-à-dire que peu importe celui que tu choisis d'ailleurs, mais c'est effectivement de s'entourer d'autres confrères, c'est quand même. C'est hyper important. Et puis, tu vois, entre chefs d'entreprise, on peut se donner des tips qu'on va pas forcément copier-coller, mais qu'on peut adapter à nos spé, etc. Donc ça, s'entourer, je trouve que c'est très important. Et le troisième, c'est prendre un bon comptable. Bien sûr. Parce que moi, les chiffres et moi, ça passe pas. Moi, j'avais pas fait de business plan, tu vois. Donc, c'est de dire le truc. Et moi, je me suis un peu lancée tout feu, tout flamme. Je te jure, on en est avec Charlotte. On a fait, je sais pas, 47 épisodes ou je sais pas combien. Franchement, des gens qui ont fait des business plans, je pense qu'on doit en compter 4. Non, mais en droit, de toute façon, 5. On fait du droit pour pas faire de maths, moi, je crois. Donc, Oui, non, mais c'est quand même... On nous apprend pas ça à l'école. Personne nous dit, il faut faire un business plan. Personne nous dit il faut faire du réseautage, personne nous dit il faut faire de la com. Non, je suis d'accord avec toi, mais disons que moi, le minimum pour moi, vital, que un avocat doit faire, c'est pas un business plan, mais au moins savoir combien est-ce qu'il doit facturer par mois. C'est-à-dire, le travail qui doit être fait, c'est le montant d'argent que tu dois, ton volume de chiffre d'affaires, tu mets toutes tes charges, avec dans tes charges le minimum d'argent dont tu as besoin pour vivre, tu divises par, disons, 10 mois, parce que le reste du temps, tu vas être en vacances. Et là, tu as le chiffre que tu dois facturer par mois. Voilà, c'est simple. Tu vois, pour moi, il faut absolument avoir le minimum de facturation par mois. Et aussi, ce que je conseille de faire et qui est rarement fait, c'est le même travail en le divisant par le nombre de jours et en le divisant par le nombre d'heures que tu factures dans la journée pour savoir à combien est 1 heure. C'est-à-dire, si tu mets, tu vois, ton vrai taux horaire, parce que la vérité, c'est que, tu vois, à Paris, alors il y en a qui sont très très chers, mais disons que c'est entre 450 et 350 euros de l'heure, grosso modo à la louche. En région, je ne sais pas combien c'est, je pense que ça doit être un petit peu moins, mais globalement, tu vois, moi j'ai entendu entre 250 et 350 euros de l'heure, on va dire ça comme ça. Après, encore une fois, il y a des beaucoup plus, mais je pense que c'est à peu près ça. Mais ça repose sur des usages, mais absolument pas sur du concret. C'est-à-dire que les gens, tu leur demandes s'ils sont rentables, ils ne peuvent pas te dire si le taux horaire, il est vraiment rentable aussi. Pas rentable, non, mais c'est catastrophique. Mais je pense que là-dessus, on a des gros progrès à faire. Et moi aussi, tu vois. Là-dessus, c'est vraiment un truc, je me suis lancée sur plein de trucs et en m'assurant plein de trucs, mais pas ça. Pas ce côté-là, tes charges, ton taux horaire, tout ça. Quand j'ai démarré, c'était loin de moi. Vraiment. Et maintenant, ça y est, je m'y mets, tu vois, parce que... t'as pas tellement le choix, en fait. Oui, en fait, au bout d'un moment, t'as plus le choix. Il faut regarder les chiffres. Et souvent, quand tu cours à la catastrophe, tu te dis, mince, là, je vais vivre dans une tente quechua sous un pont. Donc, il faut que je redresse la barre. Et en fait, c'est ça qui te force un jour à mettre le nez dedans et à apprendre, tu vois. Mais personne t'apprend ça. Moi, ma famille me l'a pas appris. Et puis, à l'école, on te l'apprend pas. Donc, mais au bout d'un moment, en fait, c'est soit ça, soit tu coules. Donc, c'est pour ça qu'on a les formations, quoi. Exactement. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors, si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.